On ne savait pas, par contre, que ce matin, les journaux nous annonceraient un gouvernement conservateur ou libéral au Nouveau-Brunswick avec presque autant de sièges d'un côté ou de l'autre, un vote populaire beaucoup plus important chez les libéraux que chez les conservateurs. Finalement, nos sources nous disent que ce sera vraisemblablement les libéraux qui vont gouverner le Nouveau-Brunswick. On ne savait pas non plus que Philippe Couillard allait dire au Devoir hier en table éditoriale qu'il exigeait un référendum, ce qui a donné une manchette plutôt inattendue, convenons-en. On ne savait pas non plus que la presse ce matin allait nous apprendre que CAQ et PLQ sont au coude à coude avec un PQ qui stagne à 20 %, Québec solidaire qui monte à 16 %. Bref, je trouve que ce panel est tout à fait à propos. Alors, ils ont des profils très différents. On a 2 historiens dans le lot, Michel David, Jean-François Nadeau. On a une étudiante en journalisme et en droit, Aurélie. On a une ancienne chroniqueuse culinaire au Devoir qui est entrée en 1984. C'est notre vétéran. Et qui chronique maintenant de Choses et d'autres au Devoir depuis 1993. Vous la retrouvez tous les vendredis, Josée Blanchette. On a Conrad, qui a eu une vie au Devoir en 1994, qui est reparti pour mieux revenir. Et ces 5 personnes sont des observateurs de la scène politique et sociale. Et je trouvais tout à fait inédit et intéressant de les réunir. C'est une première, je crois. Vous êtes vraiment choyés et chanceux de les entendre aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'ils vont vous dire, mais je peux vous prédire que ça va être intéressant. Alors, période d'excitation suprême pour nous, les journalistes. On se fait prendre au jeu et cette campagne, je dois dire, nous atteint. Même si on commence à être un peu cerné, on est très happé par la chose. J'aimerais commencer avec vous en vous demandant si cette campagne vous inspire en un mot ou quelques-uns. Qu'est-ce que ça vous inspire? Puis on verra où vous vous situez. Conrad. Oh mon Dieu. M'inspire, ça m'intéresse. Non, mais ça m'intéresse dans le sens que c'est la première fois depuis que je suis journaliste que je couvre une campagne qui est aussi ouverte, que les gens n'ont pas les repères politiques normaux. Qui dit beaucoup de notre époque aussi. Aurélie? Bien, je dirais quelque chose qui ressemble à ça, en ce sens que la campagne électorale, me semble-t-il, est sans grande passion, un peu disparate, encore que là, la tension vient un peu de monter d'un cran dans les derniers jours. Mais ce qui est fascinant à observer, c'est de voir qu'on avance un peu à tâtons. C'est comme si on cherchait des nouveaux axes de clivage politique et que c'était en pleine définition. Puis en ce sens-là, c'est assez intéressant, mais c'est pas enlevant, on va dire ça. Pas enlevant, donc pas emporté comme moi par l'excitation. Toi, Michel? Bien, si tu peux poser une question, il y a 2 semaines, même juste après le premier débat, le mot qui me venait à l'esprit, c'était ennuyant. Je trouvais la campagne plate, là, j'en ai fait plusieurs. Celle-là, je trouvais pas terrible. C'était même, à un moment donné, c'était un peu confus. Il y avait toutes sortes d'engagements au bout d'une semaine, puis personne ne savait qui avait proposé quoi. Ça valait presque interchangeable. Et là, tout d'un coup, après le premier débat, et grâce à la contribution de M. Legault, la campagne est devenue absolument intéressante et même intrigante, je dirais. Alors là, c'est Jean-François Lisée qui a pris le relais de François Legault pour mettre encore un peu plus de piquant là-dedans. Et là, on a une campagne où on ne sait pas qui va être premier, puis on ne sait pas qui va être dernier non plus. Alors, c'est fascinant, je trouve. On ne changera pas de paradigme. Là. La société québécoise ne sera pas, je pense, au lendemain de l'élection et après le prochain mandat, encore qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, le prochain gouvernement. Mais là, on n'est pas dans le changement de paradigme. Mais je trouve que c'est une campagne qui, heureusement, parce que je m'ennuyais, là, je suis content. Là, tu es un peu moins ennuyé. Ouais. Josée, toi, cette campagne, que t'inspire-t-elle? Bien, en 2 mots, je dirais statu quo. Et je suis allée voir, hein, statu quo, ben, on pense qu'on connaît le sens des mots jusqu'à temps qu'on aille voir ce que ça veut vraiment dire. Et c'est l'état des choses avant la guerre. Ah! Alors, voilà, je ne suis pas emballée. Je pense qu'on assiste à des guéguerres, justement. C'est assez chicanier. Et je ne suis pas emballée, mais oui, il y a un certain intérêt là, depuis quelques jours, surtout là, depuis qu'on
brandit les mots communistes et marxistes. Et bon, Oui, gracieuseté ça a un des peu chicanes traditionnelles voilà, PQQS. ça fait monter l'intérêt un peu plus que les tailleuls, les aïeuls. Tailleul. Les tailleuls. Alors, je Pardon, tiens à pardon. préciser que nous sommes ici dans un format qui ne ressemble en rien au débat des chefs, ni de Radio-Canada, ni au face-à-face de TVA. Donc, ces messieurs-dames pourront parler librement et s'interrompre et s'invectiver pour votre plus grand bonheur. Je retourne à vos écrits. On va voir si vous vous rappelez de ce que vous écrivez. Et je vous cite l'un d'entre vous 5. Et celui qui a écrit ou celle qui a écrit se manifeste, puis on part une discussion là-dessus. Essayez de deviner vous aussi. Il y en a des faciles. L'agonie récente du Parti québécois réjouit le reste du Canada, comme si un long cauchemar tirait à sa fin. Qui aurait Qui a pu écrire ça? Est-ce que vous le reconnaissez? Conrad? Mais c'est une vérité. C'est une vérité. inévitable que depuis 40 ans, le Canada anglais, qui connaît très peu la politique québécoise, enfin, s'intéresse à la chose politique québécoise, que si ce débat-là se manifeste et domine les manchettes, même en 1994, quand 2014. Cette indifférence-là qui est grandissante, qui est réelle, est très mauvaise pour le Québec. C'est-à-dire que non seulement on s'y intéresse plus, mais on ne voit pas de la nécessité de l'accommoder d'une manière ou d'une autre. Alors, la souveraineté, pour nous, c'était évidemment au Québec un enjeu existentiel, mais pour eux aussi, d'une certaine façon. Et le Québec, y compris des premiers ministres fédéralistes, je me souviens, Robert Bourassa, lui, la dernière chose qu'il voulait voir disparaître, c'est le PQ puis la souveraineté, parce que ça lui donnait ce qu'il appelait, lui, une police d'assurance, qui faisait, écoutez, regardez, si vous n'êtes pas fin, il y a des gens qui veulent s'en aller. Et là, maintenant, ce rapport de force-là qu'il avait cultivé et que d'autres après lui, même Jean Charest, à un moment donné, avait dit, je me souviens, à Paris, oui, le Québec serait parfaitement viable. M. Charest ne faisait pas la promotion de la souveraineté, mais ça restait dans le paysage. Tandis que là, c'est complètement disparu. Et je ne pense pas que ce soit à l'avantage du Québec, peu importe que le Québec sorte de la fédération ou qu'il y reste. Mais évacuer pour mieux revenir, Jean-François, toi, qu'est-ce que ça en fait, te à dit? partir des élections de 1966, où pour la première fois, il y a des partis ouvertement indépendantistes qui vont faire 9 en tout au total, tous les premiers ministres et tous les candidats ont jonglé avec ça d'une façon ou d'une autre, faisant en sorte que ça puisse correspondre à une sorte de rapport de force là, que Léon Dion appelait le couteau sur la gorge, même pour des gens qui étaient fédéralistes, c'était un appui intéressant. Alors là, tout d'un coup, ça, c'est comme si ça s'était sublimé, c'était en vapeur, en apesanteur, de façon un peu étonnante. Oui, absolument. Puis c'est amusant, ou enfin, c'est peut-être un peu déprimant, en fait, parce que ce constat-là est tout à fait juste, mais on a l'impression que pendant la campagne électorale, il y aura eu des efforts de simuler ou de reconstruire un peu artificiellement ce rapport de force-là. On pense à Jean-François Lisée qui est allé faire un point de presse à Ottawa, ce qui est quand même une chose assez étrange, comme si on voulait singer ce rapport de force-là. Il y a eu la déclaration conjointe pour rappeler la place du Québec dans les négociations de l'ALENA, mais quel est le rapport de force dont le Québec joue réellement dans ces négociations-là? Bien là, tout reste à voir. Puis je pense qu'effectivement, on peut mesurer ce faible rapport de force avec le désintérêt suscité par cette question. Et au fond, il y a... Pardon. Je pense que ce serait une erreur. La renaissance du mouvement souverainiste au Québec allait augmenter le rapport de force avec le reste du Canada, parce que je crois que le reste c'est autre chose. Que les défis au Canada anglais, maintenant, sont les défis de la diversité, de la réconciliation avec les Autochtones, des conflits interprovinciaux entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, les relations avec les États-Unis. Le Québec est tellement bas sur la liste des préoccupations des Canada anglais et du Canada anglais que les revendications traditionnelles du Québec
Je pense pas dans ma vie que j'attends ta conclusion. Qu'il n'y aura pas de réponse à ça. Et c'est en train de me dire que s'il y avait un référendum, le Canada anglais s'en mêlerait pas. Ça serait une bonne Il n'y en nouvelle. aurait plus de laisserait faire. Mais l'attitude serait très forte dans le reste du pays pour le Québec. Qui s'en aille, s'ils veulent s'en aller. Ça serait ça, tu penses? Une lassitude. Je ne peux pas savoir ce qui pourrait se passer un jour si la menace est devenue réelle. Mais comme la menace n'est plus réelle dans l'esprit des Canadiens anglais, et parce qu'ils croient fondamentalement que les Québécois ne le veulent pas non plus. Oui, ben on se rapproche peut-être de ça. Il y a une part de vrai, ça c'est sûr. Ouais. Alors, je vous cite encore, on change complètement de registre. Aucun économiste ne pourra vous assurer que l'écologie s'impose ou s'imposera avant la religion incontournable et inaliénable de l'économie de marché. Pas un. Ils sont en retard d'une révolution sur ce coup, et il faudra peut-être une révolution, effectivement, pour arriver à renverser la vapeur de l'étuve dans laquelle nous sommes appelés à cuire. Une plume unique qui allie économie et écologie. L'avez-vous reconnue? C'est Josée. Alors, Josée, ça nous amène à parler des sujets. D'ailleurs, cette chronique s'intitulait « Les Verts solitaires » et faisait le tour de quelques candidats du Parti vert. Josée nous plaçant bien dans l'absurdité de l'absence de ces candidats qui sont très peu présents dans le débat public. Puis ça nous amène à parler des sujets absents. Bien, l'environnement, ce qui est désolant, c'est de voir que les partis qui ont le plus de chances de l'emporter, l'environnement n'est pas au centre de leur plateforme. Alors, c'est pour ça que j'ai interviewé les Verts. Je trouvais ça important de donner une voix. Il y a peu de gens qui vont lire la plateforme des Verts. Et déjà, lire celle de Québec solidaire, c'est pas tout le monde qui va le faire non plus. Non, il la trouve Si on pas. la trouve. Il la trouve pas. C'est en bas de la page. Je sais pas, moi, j'ai pas de difficulté à la trouver. Ben non. C'est drôle, hein? Mais en tout cas, c'est sûr que ma mère m'a appelé paniquée en fin de semaine parce qu'elle avait lu Lisiane Gagnon. Puis elle a dit, je voterai plus pour Québec solidaire, c'est pas communiste. Puis, alors, je lui ai envoyé la plateforme en question pour qu'elle la lise. Mais ceci dit, oui, je trouve ça important de donner une voix à des gens qui, dont le principal souci, c'est l'avenir de l'humanité. C'est quand même pas rien. Alors, dans cette phrase que tu cites, Marie-André, j'ai le malheur ou le bonheur d'être mariée à un économiste, mais c'est sûr que, et qui enseigne en environnement, donc c'est sûr que c'est au cœur de nos discussions quotidiennes, on en est même gazant, mais il ne faut pas nous inviter nulle part, mais il reste que, oui, c'est une préoccupation pour des jeunes, pas tous, parce qu'il y en a beaucoup qui ne s'informent pas, mais c'est une préoccupation. Je parlais justement à un professeur de l'UQAM ici en développement durable tout à l'heure, quand on était au parloir, et puis il me disait que les jeunes commencent à se demander s'ils vont avoir des enfants. Et ça, je l'entends de plus en plus souvent, et j'en ai parlé dans mes chroniques. Et quand tu es rendu là, c'est certain qu'il faut commencer à se poser des questions. Et pour moi, la campagne électorale passe à côté de ça parce qu'évidemment, on ne remettra jamais en question le modèle économique dans lequel on est. Bien sûr, on me répond toujours « Oui, mais la Chine… » Ah ben oui, c'est sûr. Alors, c'est sûr que si personne commence, je le ferai quand les Chinois le feront. Ça, pour moi, ce n'est pas des arguments valables. Et d'où ma déception, je dirais, par rapport à cette campagne-là. Et bon, je suis allée voter hier sans grande passion non plus. J'ai fait mon petit X et puis en me disant, ben c'est un coup d'épée dans l'eau. J'ai voté pour une candidate vétérinaire à vélo. Ça vous donne un peu vétérinaire à domicile à vélo. Alors, tu sais, on est dans les zones orange, vertes et bleues, là, dans ce genre-là. Voilà, je ne fais pas de secret de mon jupon qui ne dépasse pas. Aurélie? Mais c'est intéressant ça, parce que c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'il y a quelque chose qui est en fait complètement anachronique dans le fait que les deux principaux partis qui ont le plus de chances de l'emporter en ce moment traitent la question environnementale en silo ou même pas du tout, au lieu d'en faire une analyse transversale de toutes les plateformes. Il semble que c'est quelque chose qui s'impose, pas juste chez les Verts ou chez un parti qui est nécessairement à gauche comme Québec solidaire. Je veux dire, il y a aussi des versions plus à droite, plus axées sur des solutions qui se fondent sur l'économie de marché pour penser une transition écologique. Là. Donc, la gauche n'a pas le monopole du discours
écologique, mais j'aurais envie aussi de renverser l'argument en disant comment ça se fait que l'économie n'est conçue qu'en des termes aussi étroits, parce que économie, qu'est-ce que ça veut dire sinon que de penser notre rapport à l'environnement dans son acception la plus large, et ça non plus, ce n'est jamais dit. Dans le discours sur l'économie, il devrait y avoir une réflexion sur l'environnement au sens, tu sais, notre rapport au monde sensible, et puis ça, bien, et au rapport de production, là, au sens large, et ça, c'est à peu près absent ou même complètement absent. Mais on leur enseigne encore Adam Smith. C'est sûr qu'on n'est pas rendu là. Mais moi, je sais pourquoi on ne parle pas de l'environnement durant la campagne, parce que les seules mesures efficaces sont impopulaires. Les pailles. C'est vrai, ça. Les pailles. Ça, c'est super important. Les pailles, c'est un meilleur exemple de ça. Mais ce qui fonctionne, il y a un argument parfaitement économiste pour ça. Une taxe sur le carbone, ça fonctionne. Il faut que cette taxe-là soit assez élevée pour changer les comportements. Voilà. Alors, le seul parti qui a une taxe assez élevée, c'est le Parti vert, c'est 200 $ la tonne, et ça changerait le comportement à la pompe. Voilà. Parce que c'est 47 sous le litre. Si le Parti libéral ou la CAQ arrivait demain avec une proposition de 200 $ la tonne, ça passe pas. Exactement. Ouais, voilà. Donc, si on ne parle pas de l'environnement, c'est parce que les gens ne veulent pas en parler. Ben oui, alors, est-ce que le système lui-même a quelque chose d'assez fascinant quand même. C'est-à-dire qu'on s'en remet toujours à peu près à 3 partis. Toi, tu as le privilège presque d'en intégrer un 4e dont on n'entend jamais parler autrement. Mais au fond, il y a 22 partis qui sont officiellement reconnus par le DGE, le directeur général des élections. C'est fascinant. C'est-à-dire, je pense que c'est Richard Desjardins qui disait à la blague, maintenant qu'on a le droit de voter, peut-être qu'éventuellement, on pourra avoir le droit de choisir. Hein? Il y a un peu quelque chose de ça. C'est-à-dire que c'est un système d'inspiration britannique qui n'est pas fait pour valoriser le changement d'aucune façon, même quand il provoque des ondes d'incertitude comme on est en train d'en vivre en ce moment. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement si c'est du rouge ou du bleu clair ou du bleu foncé qui va finir par être premier ou deuxième. Au fond, on est toujours dans quelque chose qui est relativement semblable à ce que tu avais repéré dans les 2 premières semaines de campagne, c'est-à-dire que c'est à peu près interchangeable. Hein? La possibilité de changement est guère pratiquée dans ce système qui se veut démocratique, mais qui est conçu pour reproduire son propre mode de fonctionnement avec le temps. Pour l'écologie, c'est essentiellement catastrophique. Il y a plus de gens ici à qui j'ai parlé, qui sont tous fort agréables, qui s'intéressent de savoir qu'est-ce qui va arriver avec le papier journal, qu'est-ce qui va arriver avec les gens, est-ce qu'on va être encore en mesure d'en lire du papier journal? Ça m'intéresse d'autant plus. C'est pas tant l'avenir du papier journal pour le journal qui m'intéresse que de savoir est-ce que c'est viable de continuer encore de faire des choses comme ça. Mais c'est clair que compte tenu de l'urgence de la situation, on ne parle pas assez d'environnement, mais je vous soumettrai que j'ai l'impression qu'on en parle quand même plus que dans toutes les élections précédentes. Je pense que Québec solidaire est pour beaucoup dans l'émergence de cette préoccupation-là. C'est le seul parti, Manon Massé, qui a vraiment placé la chose là, dans toute son urgence. Là. La planète est en train de suffoquer. Et je pense que c'est aussi ce qui explique sa popularité grandissante auprès des jeunes. Le sondage Ipsos La Presse ce matin disait que chez les 18-25 ans, 27 des gens, est-ce qu'ils vont aller voter, c'est une autre question, mais des jeunes appuient Québec solidaire. Et mon impression, puis j'ai des ados à la maison, et eux autres, Québec solidaire, l'environnement, c'est lié. Oui. Alors, oui, on n'en parle pas assez, mais on en parle quand même plus qu'avant. Il faut en parler encore plus, on s'entend. Mais les élections précédentes, honnêtement, là, il y avait une petite note en bas de page des programmes, puis j'exagère, là, mais c'était pas une préoccupation du tout. Alors, on continue le jeu des citations. Et là, ma citation date quand même, mais comme on le sait, chaque journée en ces semaines électorales change le portrait. Mais quand même, ça nous mène à une conclusion intéressante. Les dernières projections du site Too Close to Call accordent aussi peu que 6 sièges au PQ et 5 à QS. En comparaison, le champ de ruines dont Jacques Parizeau parlait en 2014 ressemblait presque à un champ de roses. Oui. Michel. Alors, que restera-t-il? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a écrit ça? C'est Michel, dans une chronique intitulée « Maintenant et demain », puis qui a été écrite, en fait, avant même la campagne, ou le premier jour, là. Oui, mais où tu plaçais les projections étaient plus déprimantes qu'aujourd'hui pour les souverainistes.
ça va être moins mal, là, je pense. Je ne sais pas comment ça va finir, mais je pense que Québec solidaire va peut-être doubler son nombre de sièges, le PQ autour d'une quinzaine, mais c'est très peu quand même. Et ce que M. Parizeau déplorait à l'époque, c'était, je pense, davantage la division chronique entre les souverainistes, leur incapacité de s'entendre. Ça ne s'est pas amélioré ça n'a pas changé. En fil de campagne, de toute évidence. Et on verra le résultat de l'élection, mais il m'apparaît évident. D'ailleurs, si on prenait les chiffres de ce matin, les intentions de vote des souverainistes réunis, là, QS, ils seraient de loin en tête. Et si on prenait les chiffres chez les francophones, je pense qu'ils seraient à 47 c'est donc qu'il n'y a pas l'idée, les morceaux sont épars, mais ils sont là encore. Alors, comment ils vont essayer de se reparler au lendemain de l'élection? Mais crois-tu que les récentes déclarations de Jean-François Lisée ont Lisée fait sera mal? Peut-être pas là éternellement. Hein? C'est Tu nous fais des prédictions? Non, mais c'est un secret de polichinelle. Oui. Moi, j'ai vu le congrès de Québec solidaire en mai 2017. Il y avait une énorme animosité entre Québec solidaire et le PQ, mais il y en avait, je vous dirais, que la présence de Jean-François Lisée aggravait encore la chose. Ils avaient comme focalisé là, sur Jean-François Lisée, qui était devenu le galeux, le pelé, tout ce que vous voudrez. Mais est-ce que ça aurait été mieux avec Pierre-Carl Péladeau? Évidemment, non, mais bien sûr que non, mais ceux à qui ils auraient aimé mieux parler, je ne sais pas, c'est Véronique Yvon, Alexandre Cloutier. Je ne sais pas comment le PQ va se recomposer au lendemain de l'élection, je ne sais pas. Mais ils vont être obligés de se parler. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'entendre, là. Mais c'est ce que M. Parizeau, je me souviens, cette phrase-là avait été prononcée, je pense que c'était après l'élection de 2012. Alors que la situation était moins mauvaise qu'aujourd'hui, mais elle avait été, je me souviens pas, c'est quoi? 2014. 2014, excusez. Oui. Et elle avait été mise en exergue lors justement d'un congrès, pas de Québec solidaire, mais de gens là, qui cherchaient la convergence. C'est un vieux dilemme. Allez-y. Je te vois pas. C'est un vieux dilemme, hein, de tout temps. Même René Lévesque avait beaucoup de mal avec l'idée de fusionner tout ce monde-là. Lévesque, pendant longtemps, au début des années 70, en tout cas, aurait de beaucoup préféré avoir un groupe plus à sa gauche qui servirait de repoussoir de telle sorte qu'il paraisse être le moyen terme intéressant. Il souhaitait les gens autour de Bourgault, tout ça, il aurait bien préféré les garder à l'écart. Et l'idée de la réunion n'a jamais été très facilement acceptée chez les indépendantistes. De tout temps. Alors, je ne sais pas si la chose ne s'est pas aggravée, au fond, depuis 40 ans. Peut-être, mais l'absence d'une échéance référendaire, ça n'aide pas. Si ça a l'air de quelque chose de tellement lointain, bien, en attendant, on va se chicaner sur les vraies affaires, entre guillemets. Oui. Tandis que, bon, si on nous annonce qu'il y a un référendum dans 2 ans, là, il va y avoir quand même, j'imagine, une espèce de serrage volonté de se parler. Bien, je fais l'analogie avec le Parti Alliance canadienne et le Parti progressiste conservateur au Canada anglais ou à travers le Canada pendant 15 ans. Ils se détestaient mutuellement parce que fondamentalement, ils disaient que leurs valeurs n'étaient pas les mêmes. Mais finalement, ils ont fait Unite the Right pour unifier les forces de la droite au Canada. Et aujourd'hui, le Parti conservateur au Canada ressemble beaucoup plus à l'Alliance canadienne que l'ancien Parti progressiste conservateur. À un moment donné, il va y avoir une espèce de mouvement au Québec pour Unite the Left, unir la gauche, non? Oui, mais je pense pas que, si on prend ça d'un point de vue souverainiste, que ça va suffire d'unir la gauche. Je pense que le mouvement souverainiste ne peut pas se passer du courant identitaire, plus conservateur. Non, c'est ça qui faisait le succès de oui, mais est-ce que c'est ça la faille fondamentale pourquoi vous n'aurez jamais 50 % parce que ceux qui sont à gauche ne veulent rien savoir de la question identitaire? Non, mais je pense qu'il va falloir que les deux mettent de l'eau dans leur vin, que ce ne sera pas un Québec marxiste-léniniste au lendemain de l'indépendance, en tout cas pas à court terme. Et inversement, les identitaires vont devoir se rendre compte qu'il faut qu'ils composent avec toutes les composantes de la société québécoise, parce que
les immigrants, s'il n'y en a aucun là, qui embarque, ça va donner le même résultat, puis le prochain chef va dire la même chose que le précédent. Regardez l'Écosse. Regardez l'Écosse, qui a su, les indépendantistes en Écosse qui ont su. Oui, qui ont su. Aurélie? Oui, bien, je pense qu'en fait, vu comme ça, c'est plus plausible dans l'état actuel des choses d'envisager une union de la gauche qu'une union des forces souverainistes, en fait. Parce que là, ça devient beaucoup plus compliqué. Sauf que cette union-là de la gauche risque peut-être de se faire au prix de la revendication souverainiste. Parce que c'est beaucoup plus envisageable de construire une coalition, bon, dans l'état actuel des choses, encore une fois, parce que si on regarde l'Écosse, si on regarde la Catalogne, cette alliance-là, elle a été faite sous le parapluie des revendications pour l'indépendance. Puis la Catalogne, en particulier, c'est vraiment ça. C'était une coalition gauche-droite qui menait les revendications pour l'indépendance. Sauf que, bien, d'une part, ça se faisait dans un système électoral qui était bien différent, qui faisait en sorte que tout le monde pouvait avoir voix au chapitre. Donc ici, je ne suis pas sûre qu'on peut vraiment concrètement l'envisager. Je crois qu'on va voir une union du vote, ou enfin des militants progressistes avant de voir une union des souverainistes. Je recite à nouveau, les candidats diminuent, mais il en reste. Alors, le premier ministre Couillard illustre à merveille une manie aujourd'hui répandue. Comme lui, beaucoup de gens se prennent en effet à justifier leur action non pas en fonction d'idées, mais du temps qui ne fait que passer. Ce qui nous amène à Jean-François. Et évidemment, cette campagne a été, tu le disais, je pense, Michel, un défilé de promesses, une série continue où il est question de factures d'épicerie, de maternelle 4 ans et autre chose, mais on entend peu parler de vision. En tout cas, c'est ce que tu semblais dire dans cette chronique. Oui. Bien, le passé, c'est pas quelque chose qui est passé, hein. C'est une somme de présents accumulés qui constitue notre passé. Et il y a au fond, dans notre passé, un réservoir de choses qui ont été tentées sans succès à l'infini, à peu près toutes les expériences. Alors moi, je suis relativement fragile devant l'histoire. C'est ce qui m'intéresse en regardant notre passé parce qu'on découvre là-dedans des possibilités d'être plus humble par rapport à notre avenir. Hein. On essaie de... Pourquoi on lit, pourquoi on regarde, pourquoi on écoute Michel David, pourquoi on écoute Aurélie, pourquoi on vous écoute tous, pourquoi on lit des livres, c'est parce que notre seule expérience, au fond, est assez triste. Hein, et pas suffisante, en tout cas. Il nous faut plus d'expérience humaine pour constituer la nôtre. Alors, le passé, c'est un bon réservoir de ça. Et je trouve assez surprenant dans l'heure qui nous occupe qu'on soit dans une forme de présentisme éternel. Hein. Tout est jugé à l'aune de ce qui est maintenant. C'est même le slogan de la CAQ. C'est même le slogan de la CAQ, oui. Maintenant, quand Justin Trudeau dit, par exemple, ben maintenant, s'il y a parité entre hommes-femmes, c'est pas en raison d'une idée, c'est pas parce qu'on a fait dans l'expérience du passé quelque chose qui était détestable, c'est-à-dire une emprise totale d'un monde qui est essentiellement constitué d'hommes, qui ne rend pas compte de la réalité. Il nous dit non, c'est parce qu'on est en 2015. À ce moment-là, c'est parce qu'on est en 2015. Comme si le temps en lui-même expliquait quelque chose. Non, il y a des ressources d'idées qu'on peut découvrir. Le grand projet de l'après-guerre de nos grands-parents, de mes grands-parents, c'était une forme d'État-providence. Il y avait un élan à cet égard-là où l'État devait pourvoir à une certaine idée de justice sociale. Il y avait une volonté sur plusieurs plans qui était débattue de plusieurs façons par plusieurs personnes, mais il y avait une volonté commune d'aller dans ce sens-là. Là, c'est quoi la volonté commune? La maternelle 4 ans? Ça s'inscrit dans quoi, ça, comme dans la perspective? Alors, c'est ça qui m'apparaît assez détestable dans l'esprit du présentisme, dans le maintenant. Mais tout ça aussi, c'est en réaction à ce qui est venu avant. Donc, ma génération, la génération X, a réagi à cette génération baby boomer qui avait plein de rêves et qui ne les ont pas réalisés, avec des préoccupations beaucoup plus terre à terre. Et c'est ça, en fait, ce qui incarne la CAQ, non? C'est ce désir de cette génération-là un désaveu, en fait. Ben, c'est le passage du politique à, comment on appelle ça, une forme de gestion, littéralement, où on gère non plus des rapports de force. Voilà. Il y a une disparition du rapport de force. Essentiellement, là, en ce moment, le problème qu'on a et dont tu parles,
le désintérêt du Canada anglais, puis cette espèce de vacuum, ça tient en large partie à l'idée qu'on ne sent pas qu'en politique, il y a une construction d'un rapport de force en vertu d'une idée. Alors, quand il n'y a pas ça, il y a un vide. On fait de la gestion, de la gouvernance. C'est ça le mot que je cherchais. C'est ça, la gouvernance. Et de la micro-gestion. Mais il y a encore un débat. Là, quand on regarde, on essaie en tout cas de trouver des trames là, dans les propositions des partis. Il y a des conceptions différentes. C'est vrai, Legault, c'est moins d'État, nous dit-il, moins pour mieux, je ne sais pas trop comment il y a. Et le PQ, c'est un État fort, un État plus en forme, mais un État. Alors, l'idée de l'État-providence, d'un État qui est redistributeur de justice et de richesse, ça n'a pas disparu, ça. C'est défendu et à plus forte raison par Québec solidaire, où là, on est quasiment à l'extrême de l'État-providence. Ce débat-là, qui était celui de tes grands-pères, enfin, moi, c'est juste mes parents, est encore vivant. Bien sûr qu'il est encore vivant, mais il ne fait pas l'objet d'une forme de parapluie général. On n'a pas le sentiment qu'on s'en va vers ça. Il y a aussi un sentiment que l'État-providence a atteint ses limites et que surtout, les électeurs de la CAQ, ils veulent un gouvernement efficace. Non, mais encore là, tu as raison, mais si je fais mon addition de tantôt, on a encore 45 des gens au Québec qui croient à l'État. Oui, parce que l'État est toujours incarné pour eux un protecteur de leur identité, de leur langue et tout ça. Ça fait partie de la conception de l'État au Québec. Raison, mais aussi un redistributeur de richesse. L'idée de la solidarité sociale, c'est beaucoup moins forte chez les électeurs de la CAQ que parmi les électeurs de Québec solidaire. Tu dis une évidence. Là, non, mais c'est sûr. Et je pense que les électeurs, ce que je sache, là, en regardant les sondages, c'est que les électeurs de la CAQ sont ceux qui vont déterminer les politiques publiques au Québec pendant un bon bout de temps, même si la CAQ n'est pas au gouvernement. Quand on dit que c'est quoi vos priorités, bien, c'est la santé puis c'est l'éducation. Ouais, voilà. Mais c'est tous des services assurés par l'État, ça. Ouais. Mais ils veulent un rapport qualité-prix qu'ils ont l'idée qu'ils n'ont pas. Tous les sondages depuis quelques années démontrent que cette génération-là n'est pas une génération rêveuse. C'est une génération très terre-à-terre qui veut des résultats. Mais c'est un refus du politique, en fait. C'est beaucoup ça. C'est la perte de sens dans les institutions étatiques. C'est l'idée que c'est ça. On est dans l'administration d'intérêts à un temps T, mais qu'il n'y a pas vraiment de projection dans l'avenir, dans la construction d'un projet politique. Mais en même temps, il suffira d'une crise pour que tout ça change. Et puis là, ça tombe bien, la crise environnementale va en être une pas pire. T'sais. Oui. Et je savais qu'on manquerait de temps. Aurélie, tu étais ma dernière avec ta magnifique 75 $, sur l'absence, une des grandes absences, la pauvreté. Mais M. Couillard a mis le sujet sur le tapis dans les derniers jours. Alors, c'est à vous, mesdames et messieurs, de poser des questions. Ils sont là pour vous entendre. Je ne sais pas où sont les micros dans la salle. Ah, il y en a 2 qui se promènent là. Donc, si vous avez des questions pour nos chroniqueurs, soyez les bienvenus. D'habitude, il y a des fils au devoir de débattre là, du côté gauche et droit. Ah, une question. Ma question a été suscitée par la remarque de M. Nadeau concernant, quand vous avez cité Michelet, concernant les rêves. Je vais faire une proposition. Ne trouvez-vous pas que, justement, on est dans une situation où on refuse de rêver parce qu'on a tellement peur de ce qui nous attend qu'on ne cherche même plus à inventer des solutions, notamment au plan économique. C'est toujours encore la croissance qui est le slogan dominant de presque tous les partis, même s'il y a de plus en plus de démonstrations que c'est une bêtise, la croissance. Alors, ne croyez-vous pas que c'est ça, c'est la crainte. On a peur de vraiment regarder ce qui nous attend. Nous attend sur la planète. Une dernière remarque, on a peur d'aller regarder ce qui se fait. Il y a quelqu'un qui a parlé de la Chine tout à l'heure. Il y a plusieurs pays d'Asie qui ont choisi, puis je ne vais pas vous faire un cours, là, mais ils ont choisi des formules de développement économique qui sont fondamentalement différentes de ce qui se passe encore dans les pays occidentaux. Vous avez raison. Quelques étages plus bas, si je ne me trompe pas, il y avait un gars qui chantait « You might say I'm a dreamer, but I'm not the only one ».
La chambre était en spécial pour la réouverture de l'hôtel à 1969 $ la nuit. C'est important de pouvoir rêver. Rêver, c'est pas être des rêveurs, c'est pas forcément être un rêveur, c'est avoir un horizon politique. L'horizon, c'est pas fait pour être atteint, c'est fait pour donner un point vers lequel on tend. C'est comme la justice. Personne n'a jamais vu la justice avec un grand J. Pourtant, on tente comme société d'aller vers ça. Ne pas avoir de projet d'élan vers quelque chose, c'est l'assurance de s'enfoncer sur place. Et c'est bien le malheur qui peut guetter toute société de ne pas avoir suffisamment de rêveurs qui puissent porter une forme d'espérance. Hein. C'est une société qui a eu beaucoup d'espérance, la société québécoise, pendant longtemps. Peut-être qu'elles n'ont pas toutes été bien placées. Hein? La société providentielle qui allait retrouver l'Amérique au complet, peut-être que c'est sauver l'Amérique par sa foi. Peut-être que ce n'était pas le meilleur projet pour assurer son avenir. Enfin, ça pouvait être un projet, mais ce n'était peut-être pas le prioritaire. Peut-être qu'on a encore des ressources du ressort pour se réinventer. Moi, je pense que oui. Moi, je ne suis pas venu ici pour plomber l'atmosphère non plus. Hein. Tu nous déprimes. Autre question? Oui, monsieur. Bonjour. Je me demande si le mouvement pendule n'est pas en train de retourner vers la droite quand on regarde certaines choses qui, dans la dernière année, je dirais, m'est apparu comme étant de l'extrême gauche. Par exemple, ne plus être capable de dire monsieur, madame, parce que c'est genré. On ne peut plus parler de genre. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de ce genre de commentaires, questions qui occupent l'espace public et qui fait dire à des gens, disons, de centre, qu'ils perçoivent le pendule comme étant trop à gauche et désirent aller vers la droite. Je pense que c'est un effet mondial, cette affaire-là, qui fait en sorte qu'on voit beaucoup de gouvernements à gauche, je veux pas parler, à droite, qui se dirigent vers là. Je ne veux pas parler des États-Unis, évidemment, qui serait un exemple de ça. Quelqu'un, une réponse? Il me semble qu'il est à droite depuis un bon bout de temps. C'est pas nouveau, là. On voit la CAQ, mais souvenez-vous, en 2003, là, la réingénierie de Jean Charest, là, qui disait à l'époque s'inspirer de Mike Harris, la croisade du déficit zéro de Lucien Bouchard. Je pense pas que c'est très nouveau, là, ce qui se passe actuellement. Puis je vous dirais même que je sens, puis peut-être je me trompe, mais je perçois un début de réaction justement contre l'excès de ce virage-là. Moi, je pense qu'une des raisons pourquoi Québec solidaire, on verra le résultat de l'élection, mais semble vraiment vouloir occuper une place sur l'échiquier, c'est, oui, il y a la question de l'environnement et tout, mais je pense que, par exemple, une des raisons qui fait que les gens sont sensibles à ce message-là, c'est qu'ils ont eu le sentiment, avec la première moitié de mandat du gouvernement Couillard, qu'il y a un manque de justice puis de compassion. Il y a un certain nombre de gens qui trouvent que, justement, le pendule va un peu trop à droite. Et je me demande si on n'est pas mal rendu au bout de la droite puis qu'il va se recentrer un peu. En tout cas, moi, je ne vois pas qu'il y a une dérive là, à l'infini vers la droite. Il me semble qu'on est allé au bout de la course, même si avec l'élection la perspective, disons, de l'élection de la CAQ, ça peut donner cette impression-là. Mais, enfin, je ne partage pas votre pessimisme Ce dont tu parlais, si c'est ce que j'ai bien senti. Mais ce dont tu parlais en 2003 et tout ça, c'est la droite économique. Mais ce à quoi on assiste maintenant, c'est la droite populiste, comme Donald Trump, qui répond beaucoup plus à la rectitude politique. Politique de l'identité. Oui, question d'identité. L'insécurité des gens de la classe ouvrière blanche aux États-Unis. Donc, c'est pas l'efficacité de l'État, c'est plutôt on perd notre place dans la société et on perd nos repères parce que il y a cette rectitude politique qui nous dicte qu'on ne peut plus être nous-mêmes. Oui, mais c'est vrai, mais la dimension identitaire au Québec, cette insécurité-là, qui a toujours existé d'ailleurs, mais me semble accrue du fait que
la perspective d'un État souverain qui aurait pu faire une espèce de contrebalan disparaît. Il y a des éléments là, qui ne me semblent pas nécessairement être liés à la droite populiste, au mouvement trumpien. Là. Il me semble qu'il y a des éléments plus québécois qui sont plus politique, je te dirais. Aurélie? Ben moi, la façon dont j'ai compris la question, c'était de dire qu'on peut avoir l'impression qu'il y a une certaine gauche qui ne cesse de gagner, mais cette gauche n'étant pas la gauche du mouvement syndical, n'étant pas la gauche institutionnelle, étant la gauche des identity politics, là, qui est d'ailleurs une chose très anglo-saxonne, même très américaine, qui commence à être de plus en plus plaquée dans les discours dits progressistes ici au Québec, mais qui en fait ne sous-tend aucune réflexion sur notre rapport aux institutions, aux relations de travail, aucune critique du capitalisme. Je veux dire, on n'est même pas là-dedans, on est dans des revendications qui sont purement symboliques. Et puis moi, je suis assez d'accord en fait que ça donne l'impression que la gauche gagne alors que depuis 25 ans, elle ne fait que perdre tout le temps. Et que peut-être ça explique ce retour du pendule dans le vote à droite. Moi, je suis un peu plus comme ça que je l'ai compris, puis je pense que l'analyse, elle est assez juste, en fait. C'est que cet arrimage-là entre les politiques de l'identité de gauche et les questions socio-économiques ne se fait que de façon trop timide dans l'espace politique. Merci. Une dernière question, ensuite on vous laisse filer. Michel Nadeau. Merci, Marie. Alors, un petit commentaire d'abord sur ce que Conrad a mentionné sur, comme baby boomers, quand on dit que nos rêves n'ont pas été réalisés, moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on fasse un bilan. Je ne crois pas que c'est aussi négatif que vous le faites. Moi, je dirais cependant, The Economist, cette semaine, publie un excellent dossier sur comment le libéralisme est essoufflé, sclérosé, comment notre système économique, social-démocratie, c'est maintenant une méritocratie qui ne bouge plus, qui s'enferme dans le corporatisme, qui empêche les gens, qui ne s'intéressent pas aux mineurs de charbon, qui ne s'intéressent pas à ce que vous venez de mentionner, parce que, notamment, les médias ne jouent pas leur rôle. Les médias ne jouent pas leur rôle parce qu'ils sont beaucoup plus les porte-parole des institutions en place qui cherchent à garder leurs privilèges, alors qu'il y a des gens qui, comme la classe blanche, qui n'ont pas de façon de s'exprimer. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un problème dans le discours, que la gauche n'arrive pas à se structurer pour arriver à des propositions. Tu es inspiré. C'est vrai en partie. Hein? Au fond, on parle de résultats électoraux. Le plus grand parti qui va l'emporter à cette élection-là, comme aux autres d'ailleurs, c'est le parti des gens qui ne votent pas. Hein? C'est eux qui sont vachement majoritaires en général dans presque toutes les élections en Occident maintenant. C'est des gens à qui, pour toutes sortes de raisons, les journaux comme les institutions disent « vous devez voter, c'est un devoir », mais on ne se soucie pas toujours de savoir pourquoi ils ne votent pas. Hein, il y a un analyste américain que j'aime bien qui s'appelle Thomas Frank qui a écrit 2 livres. Il y en a un, c'est pourquoi les pauvres votent à droite, ce qui est contre-intuitif, c'est pourquoi les riches votent à gauche. Il y a un peu de ça, Michel, dans ce que tu affirmes, c'est-à-dire qu'il y a une forme de perversion en ce moment où on s'est rendu compte, par exemple, en France, dans des secteurs électoraux qui étaient largement dominés par le Parti socialiste dans les temps pas si lointains, qui, au fond, qui engrangent des votes du côté du Front national maintenant. Alors, les gens ne sont pas fous, hein? Les gens ne sont pas tombés sur la tête du jour au lendemain. Ils ont le sentiment d'être dépossédés. Et ce sentiment-là tient probablement un fait de réalité aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les primes pour assister avec des jetons à des conseils d'administration ou des subventions qui sont données à même les deniers publics pour des compagnies qui finissent par s'envoler ailleurs, sans les nommer, à un moment donné, ça finit par écœurer le pauvre monde. Et ce pauvre monde-là, on a beaucoup de textes dans les journaux, mais je ne parle pas du Devoir, dans les médias en général, il y a beaucoup de gens qui parlent d'éducation, il y a beaucoup de gens qui parlent des milieux de la culture. On n'a pas beaucoup de gens qui sont consacrés au milieu ouvrier. On n'a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à la vie des gens de tous les jours. Les grutiers qui sont tombés il y a 2 ou 3 ans parce qu'ils avaient des conditions inférieures à leurs voisins, on en parle relativement peu. Tout ça est le reflet d'un système que je pense auquel on assiste maintenant et que tu décris assez bien. Hein? Bien, merci.
on vous aurait écouté, je pense, tout l'après-midi. Je vais refaire ça d'ailleurs. On trouvera une autre tribune, on vous réunira. Merci Josée Blanchette, Michel David, Aurélie Lanctot, Jean-François Nadeau et Conrad Yakabouski. Retournez à vos claviers, c'est l'heure d'écrire. Merci beaucoup.